Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a 2 semaines, je crois que le Starship nous a tous fortement impressionnés. Le vaisseau de SpaceX a réussi à atteindre une quasi-orbite. Si la partie récupération et réutilisation reste encore à prouver, le Starship pourra envoyer des charges utiles en orbite, c'est dorénavant certain. Dans un futur proche, une de ses missions principales reste cependant d'aller jusqu'à la surface de la Lune. Il doit conduire avec la mission Artemis 3 le retour des Américains et de leurs alliés sur notre satellite. Seulement pour aller jusque-là, il y a encore d'énormes progrès à faire, notamment du côté du ravitaillement orbital, des systèmes de support vie, des techniques d'atterrissage et de conservation des ergols cryogéniques. Officiellement, la mission Artemis 3 aura lieu dans 2 ans. Officieusement, tout le monde sait bien que cela prendra bien plus de temps. À partir de la mission Artemis 5, un autre atterrisseur conçu par Blue Origin pourra également déposer des humains à la surface de la Lune. Il y a quelques semaines, l'entreprise de Jeff Bezos a fait une annonce étonnante. Elle a avancé que son premier atterrisseur lunaire Blue Moon entreprendra un voyage d'essai dès l'année prochaine. Alors, à la surprise générale, Blue Origin pourrait-elle être prêt pour la Lune avant SpaceX ? Si tout le monde ou presque connaît le Starship, le vaisseau Blue Moon a beaucoup moins marqué les imaginations, du moins pour le moment. C'est un vaisseau qui a connu plusieurs itérations depuis déjà bien des années. Son développement a démarré dès 2016 et a été rendu public en 2017. En mai 2023, la NASA l'a choisi comme second atterrisseur du programme Artemis. Il devra mener des missions d'essai avant un premier alunissage habité avec Artemis 5, probablement dans les années 2030. Alors pourquoi est-ce que Blue Origin nous annonce un premier vol vers la Lune dès 2025 ? Pour le comprendre, il faut déjà saisir que Blue Moon désigne une famille d'atterrisseurs. Entre 2017 et aujourd'hui, Blue Origin nous a montré des concepts assez divers, habités ou non. Aujourd'hui, l'entreprise semble vouloir se diriger vers 2 véhicules bien distincts. Blue Moon Mark 1, un vaisseau dédié au fret, et Blue Moon Mark 2, qui servira au vol habité. Vous l'avez bien compris, c'est bien Blue Moon Mark 1 qui doit faire son baptême du feu l'année prochaine. Plus simple que son cousin habité, il devrait permettre à Blue Origin de faire une première démonstration de technologie importante. Blue Moon Mark 1 est ainsi plus proche de la vision qu'avait Blue Origin en 2017. Il s'agit d'un atterrisseur de grande taille, pensé pour déposer jusqu'à 3 tonnes de fret à la surface de notre satellite. On est donc sur un véhicule 20 à 30 fois plus capable que les atterrisseurs du programme CLPS. Sa silhouette, tout de blanc et de doré, est assez singulière, et diverge en de nombreux points de la maquette qu'on avait aperçue en 2019. Le nouvel atterrisseur apparaît beaucoup plus élancé, moins trapu. C'est décidément une caractéristique qu'on trouve sur tous les atterrisseurs lunaires ces derniers temps. Espérons donc qu'il ne sera pas sujet à la bascule comme Slim ou Nova C. Il est intéressant de constater que le nouveau véhicule apparaît beaucoup plus massif que l'ancien, avec une capacité similaire, 3 tonnes. Cela pourrait être le signe de réservoirs d'ergols plus grands et donc de capacités supplémentaires. Blue Moon Mark 1 pourra peut-être ainsi faire une injection translunaire lui-même, ou il pourra éventuellement redécoller de la surface. Pour le moment, Blue Origin ne communique pas sur les raisons de cette prise de masse. Il y a aussi des choses qui ne changent pas. Le moteur BE7 se trouve ainsi sur toutes les architectures que nous a proposé Blue Origin. Il est au cœur des efforts lunaires de l'entreprise. On devrait le retrouver sur le Blue Moon Mark 1, Blue Moon Mark 2 et même le 6 Lunar Transporter qui servira de ferry au vaisseau habité. En développement lui aussi depuis de nombreuses années, il propose des particularités intéressantes. Contrairement au Raptor de SpaceX, il fonctionnera à l'oxygène et à l'hydrogène. 2 ergols qu'on peut extraire directement sur la Lune à partir de la glace d'eau. Il développe une poussée relativement faible, autour de 5 tonnes. Il ne trouvera donc probablement pas beaucoup d'usage en dehors de la Lune. Il doit être en grande partie imprimé en 3D et exploite un cycle à expandeur double. Cela signifie que pour entraîner les turbopompes, on fait circuler les 2 ergols le long de la tuyère. Ils se réchauffent en la refroidissant et leur détente permet d'accélérer la turbine. C'est un cycle qui permet une forte impulsion spécifique et surtout une modulation très profonde de la poussée. Cette caractéristique est vue comme essentielle par Blue Origin pour être capable de faire déposer doux et précis sur notre satellite.
Blue Origin est là aussi assez discret sur l'avancement du développement de ce moteur. On a cependant vu plusieurs vidéos de tir statique et des éléments qui semblent être produits en grand nombre. L'entreprise a donc déjà probablement plusieurs moteurs à l'état de prototype, voire opérationnels, pour commencer à assembler les atterrisseurs. Le BE-7 devrait connaître sa première mission lunaire avec le lancement du tout premier Blue Moon Mark 1 qui doit donc avoir lieu d'ici 1 à 2 ans. Au cours de cette mission, Blue Origin espère pouvoir tester son moteur, ses systèmes cryogéniques, l'avionique du vaisseau, les communications avec la Terre et un alunissage de précision à moins de 100 mètres d'un point donné. Tous ces éléments seront en commun entre le Blue Moon Mark 1 et le Blue Moon Mark 2. Si l'entreprise parvient à les valider rapidement, elle pourra donc se targuer d'une expérience lunaire sans commune mesure parmi les acteurs actuels aux États-Unis. Cela pourrait mettre la NASA en confiance pour le transport d'un équipage, et qui sait, si au même moment SpaceX nage dans la semoule, peut-être de quoi piquer la vedette aux concurrents. Le passage de Blue Moon Mark 1 à Blue Moon Mark 2 ne sera cependant pas une mince affaire. Si les deux vaisseaux s'appuient sur de nombreux éléments communs, ils affichent également des différences frappantes. Lorsqu'on les regarde côte à côte, on découvre une différence de taille. La charge utile du Mark 1 semble se trouver en haut, alors que celle du Mark 2, c'est-à-dire la capsule pressurisée, se trouve en bas. Le vaisseau habité accueille par ailleurs de gros réservoirs Toryudo qui n'apparaissent pas sur la version cargo. Bien que les éléments soient les mêmes, leur organisation et leur architecture générale semblent adopter des philosophies assez différentes. Blue Moon Mark 2, le vaisseau habité, sera donc bien plus massif que son cousin dédié au fret. Il transportera des charges utiles plus importantes et aura pour impératif de redécoller depuis la surface lunaire pour ramener les astronautes à la Gateway. Blue Origin annonce d'ailleurs que cette version Mark II pourrait être adaptée au transport cargo. Ses capacités seront alors de 20 tonnes à la surface avec la possibilité de redécoller, ou de 30 tonnes avec un aller simple. La version Mark II affichera autour de 45 tonnes au décollage. Elle atteindra la Lune grâce à un autre véhicule, le 6 Lunar Transporter, un remorqueur spatial conçu par Northrop Grumman. Ce dernier devra être ravitaillé en orbite et présente donc les mêmes défis que le Starship de SpaceX. Le Blue Moon Mark II n'arrivera probablement pas sur la Lune avant le Starship. Ce qui va devenir très intéressant à observer au cours des prochaines années, c'est ce que Blue Origin fait de son Mark I. Il est trop petit pour transporter les humains, même modifiés, et trop gros pour les charges utiles du programme CLPS. Blue Origin place donc ce premier vaisseau dans un créneau sur lequel la NASA n'est pas demandeuse. Et on sait que ce sont souvent les contrats institutionnels qui assurent la survie des programmes spatiaux, même ceux du New Space. Est-ce que Blue Origin espère que des clients privés vont pouvoir rentabiliser son Mark I, ou bien l'entreprise espère-t-elle forcer la main de l'agence spatiale américaine en démontrant des capacités largement supérieures à celles de ses concurrents du programme CLPS? Si la NASA joue le jeu, Blue Moon Mark I pourrait en effet servir à déployer des infrastructures lunaires en attendant les premiers vols habités. Des rovers lourds, des installations d'exploitation des ressources locales, ou peut-être même des machines pour niveler un pad d'atterrissage. Avec leur silhouette tout en hauteur, le Starship et Blue Moon Mark II en auraient bien besoin. Bien sûr, avant de se poser toutes ces questions, il faudrait déjà que Blue Moon dispose d'un lanceur. Il doit s'agir de la New Glenn, la fusée géante de Blue Origin qu'on attend depuis bien des années. Sur ce plan-là, 2024 promet d'être une année charnière. L'entreprise espère faire décoller son lanceur pour la première fois cet été. Cela coïnciderait avec une fenêtre de tir martienne, ce qui permettrait de lancer la mission Escapade pour le compte de la NASA. Blue Origin pourrait ainsi être capable de tous nous surprendre, en arrivant en un temps réduit au bout de plusieurs longs développements. Sa fusée géante, la première version de son atterrisseur lunaire et un éventuel retour de sa fusée suborbitale. On passerait ainsi en 1 an ou 2 d'une arlésienne du spatial à un acteur super actif sur tous les plans. Fort heureusement, on n'aura normalement pas très longtemps à attendre avant de pouvoir trancher. Si la New Glenn décolle cette année, tous seront obligés de prendre au sérieux les ambitions de l'entreprise, malgré les temps de développement très longs qu'elle a affichés jusqu'ici. Si Blue Origin nous met face à un énième retard de son lanceur géant, alors il y a fort à parier que son atterrisseur lunaire, même dans sa version la plus simple, prendra le même chemin. Dans ce cas, c'est même le Blue Moon Mark I qui pourrait arriver après le Starship. On espère que ce ne sera pas le cas, histoire de secouer un peu le monopole grandissant de SpaceX sur les lancements occidentaux et les potentielles infrastructures lunaires.
Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons prochainement en vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.